à Liège le 30 août 2014. Voilà, je viens de sortir de l'université d'été du Parti socialiste à Paris à La Rochelle et je viens directement ici pour recueillir quelques informations par rapport à l'actualité. Félix Tshisekedi vient de descendre en RDC. Alors, on a ici avec nous le représentant et également le président fédéral de UDPS Benelux, M. Mbouyi, qui va parler avec nous en compagnie de M. Dominique Kabongo, qui est aussi politologue, qui a fait des grandes études au Canada. Il est venu expressément du Canada pour en débattre avec M. Mbouyi, qui a la matière que tout le monde connaît ici à Liège, qui a une certaine pertinence au niveau de la diplomatie, qui est vraiment un ancien de la vraie politique d'ouverture pour la RDC. Nous l'avons accompagné plusieurs fois dans des actions pour l'UDPS. Il a montré qu'il était vraiment le vrai fils de la RDC. Merci d'être avec nous ici à Liège, à l'hôtel Ramadan, de discuter un tout petit peu de l'UDPS. Monsieur... Merci aussi, monsieur Roger Bongos. Enchanté de vous revoir de nouveau parmi nous. Merci, M. Kabongo. Alors, vous êtes connu aussi dans la diaspora. Vous avez été aux États-Unis pour couvrir les événements de ces sommets US-Afrique au nom de la Fédération également. Et voilà, donc vous avez aussi quelques observations à faire. Vous avez la planimétrie, les observations à faire concernant la politique internationale menée par l'UDPS, menée par aussi l'opposition qui traîne un peu les pieds. Et on ne sait pas s'il y a la vraie opposition à un RDC, si c'est une opposition du ventre ou une opposition alimentaire. Alors, on va comprendre tout cela. Alors, Étienne Tshisekedi est à Bruxelles, il est caché quelque part. On ne communique pas, il n'y a pas au niveau de son bulletin de santé en tant que patrimoine national et international, on n'a aucune information à propos de cet homme qui est un homme public. Malheureusement, aujourd'hui, les gens qui entourent Étienne Tshisekedi confisquent les informations. Je suis ici pour crever l'abcès, parler un tout petit peu et comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de l'appareil de l'UDPS. Merci beaucoup d'être à la première impression par rapport au départ de Félix Tshisekedi en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça augure quoi? Un peu plus fort? Non, je crois que Félix Tshisekedi est un cadre de l'UDPS et il assume les fonctions de supervision des structures extérieures de l'UDPS. Et il a pris part pour parler qui a eu lieu entre les autorités publiques du Congo, les autorités de l'opposition et les autorités de la communauté internationale. Il a accompagné le secrétaire général à ces pourparlers-là et il est question que l'une de ces autorités revienne au Congo et que c'est dans ce cadre que Félix Tshisekedi est retourné au cas où il y aurait encore de la continuité dans ces activités-là pour y participer. Très bien, c'est une très bonne chose. On a déjà un éclaircissement par rapport à cela. Et vous, en tant que société civile, politologue, également un politicien congolais, quel est le regard portez-vous par rapport à son départ en RDC? D'accord, très bien. Premièrement, avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à un peu expliquer comment on est arrivé à cet événement avec un pilier de l'UDPS, très brièvement en quelques lignes. C'est suite, disons, nous faisons ce travail, nous combattons depuis un moment, mais nous avons compris qu'il y avait l'anguille sur roche par rapport à notre patrimoine national qui était l'UDPS, et ça suscitait beaucoup de frustration individuelle, même en tant que juste citoyen congolais, parce que nous sommes bel et bien des citoyens et nous combattons tous pour la même cause. Alors voir que l'appareil, le navire, si vous voulez, était en train de couler et qu'il n'y avait pas de suscitement, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe réellement, d'où vient cette négligence, c'est quoi? On ne saisit rien, on est toujours en train de se rattraper, parfois très maladroitement, à mon sursaut. Et c'est ça l'impression ça m'a laissé vraiment très mal à l'aise, mais j'étais rafraîchi et soulagé d'avoir suivi d'abord
Moi, je l'appelle Mukulumpa, un peu, si on peut, qui veut dire grand chez nous, oui, qui allait dans ce même sens sur 2 émissions. Et il a dit des choses qui m'ont vraiment convaincu. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose maintenant. Il y a un des piliers qui voit déjà ce qui se passe. Ceci a permis un rapprochement qui est devenu une relation. Nous avons amplement discuté et nous sommes arrivés à une ferme conviction que nous avons une même vision. Une même vision et nous partageons les mêmes angoisses. Voilà. Et suite à, maintenant nous avons commencé à débattre. Je dis, ok, le Congo est tous à nous. Que pouvons-nous faire ensemble? Qu'est-ce que vous proposez? Que devons-nous faire? Pouvons-nous évoluer ensemble? Et suite à cela, nous voilà. Maintenant, pour répondre à Félix, bon, Félix a ses fonctions et qu'il assume. Moi, je n'en dirai pas plus. Voilà, la personne mieux placée et Mukulumpa Mboui qui a déjà répondu. Moi, je regarde l'UDPS dans l'engros et vois qu'il y a un problème. Qu'il soit parti retourner au pays pour assumer certaines fonctions, bon. Alors, on va y arriver, on va rentrer dans les détails. Comme j'ai dit, on va crever l'abcès. Alors, aujourd'hui, il y a l'université d'été à La Rochelle, où tout le monde se réunit, les sympathisants du Parti socialiste, les affidés du Parti socialiste, l'international socialiste aussi qui est là. Alors, je cherchais, j'étais accrédité là-bas, je cherchais partout pour trouver si je pouvais voir un membre de l'UDPS. Alors, comment se fait-il qu'il y a cette absence à La Rochelle par rapport à ces grands événements annuels qui se passent à La Rochelle? En principe, cette question est destinée au secrétariat aux relations extérieures de l'UDPS. Donc, puisque je crois que l'année dernière, au même événement, vous les avez vus. Et pourquoi pas cette année? Donc je pense qu'ils étaient les mieux habilités à répondre à cette question. Moi aussi, quand vous me surprenez par cette question, puisque l'UDPS a un délégué nommé par Étienne Tshisekedi pour nous représenter à l'international socialiste. Alors quand vous me dites que vous venez de là, à brûle pour point, sans voir quelqu'un de l'UDPS, moi aussi je suis surpris. Mais au-delà de cela, ça montre que nous sommes comme on le disait, un peu en dispersion. L'UDPS, en ces moments cruciaux, devait saisir toutes les opportunités, telles que celle-là, pour raffermir l'élan diplomatique, puisque le monde étant ce qu'il est, il devient un village aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas manquer de telles occasions pour pouvoir parler aux autres ce qu'il en est de notre pays qui est mal en point. Donc je suis autonome tant que vous, et ça démontre que nous avons un grand effort à faire par rapport à l'organisation, à la réorganisation de l'UDPS. Alors, parlons de l'UDPS aujourd'hui, parlons du vieux, quand je parle de vieux, affectueusement, bien entendu, par rapport à son état de santé. Il est venu avec un avion médicalisé pour se faire soigner aussi, et on ne connaît pas réellement le bulletin de santé de ses leaders d'opposition, le président élu, et aussi le président que tout Congolais porte dans son cœur, parce qu'on a vu l'engouement qu'il y a eu pendant les élections de 2011, et on nous confisque cette information par rapport à son état de santé. Et on regarde, ce qui se passe ici dans les diasporas, dans les gouvernements ici en Europe, même aux États-Unis. À chaque fois, un président est malade, il y a un bulletin de santé est présenté à la population. On a remarqué dernièrement, avant la mort de Mandela, il y avait un porte-parole au gouvernement qui était chargé pour donner chaque jour, chaque heure, l'évolution de la santé de Madiba. Alors, comment se fait-il qu'il y a une forme d'embêta sur cette affaire de santé? C'est ça. Je répondrai en deux phases. La première des choses, c'est que nous tous qui sommes là à Troyes, nous avons une vie privée. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'intimité qui nous concernent, qui relèvent de la sphère familiale. Mais lorsque vous êtes dans cette sphère privée, mais que vous êtes un personnage public, il y a une dimension publique que tout le monde doit voir. Donc, il y a une frontière entre les privés
et le public, mais il y a une fenêtre qui doit être ouverte au public lorsque c'est nécessaire, comme c'est le cas actuellement. Un de vos collègues m'avait interrogé à ce sujet, j'avais répondu. Et je pensais que les relais étaient faits et que de temps en temps, on allait nous donner ces bulletins. Mais moi, j'ai eu le privilège de rencontrer Félix Tshisekedi 3 fois pendant tout ce temps. Je l'ai vu 2 fois après l'arrivée du président. Je me suis enquéri de la situation du président auprès de lui. Et il a dit que le président était dans des moments où il fallait qu'il soit un peu dans des soins entouré de sa famille, et que le moment venu, moi j'aurai accès à lui et que la communauté congolaise aussi. Donc je n'ai pas à vous cacher, j'ai eu cet entretien, j'avais ces soucis-là. Mais je m'aimerais que cela se fait, comme vous l'avez dit, que cela soit fait de manière officielle, systématique, de manière officielle, et que nous sortions un peu de ces carcans traditionnels, qu'on entre en modernité déjà, pendant que nous n'avons pas encore l'exercice de cette fonction en main. Nous devons déjà montrer que le jour où on sera là, voilà, ce sera une continuité. Donc c'est maintenant que nous devons prendre de bonnes habitudes. Et moi, je pense que je vais relayer votre souci, qui est le mien aussi, que de temps en temps, un porte-parole de la présidence, du président élu, donne un rapport sur son état à la population, mais aussi à la communauté internationale. Donc nous devons agir ainsi pour le bien de nous tous. Pour le bien de nous tous. Alors, votre regard en tant que politologue, un combattant de la liberté, pour la nouvelle expression en RDC, l'avènement du renouveau en RDC? Moi, j'irais plus ou moins dans le même sens que a dit Moukoumpa Mboui. Mais moi, je vais un peu plus loin. Je crée que l'accès. Parlez un peu plus fort. Oui, d'accord. Donc, je vais un peu plus loin. Je me dis, très bien, le vieux a 82 ans. D'accord. C'est une personne âgée qui a certainement besoin de repos. Nous pouvons tous comprendre qui n'a plus la santé de quelqu'un qui a 50 ou moins. Vous comprenez? Donc, on peut lui donner cet espace qu'il a besoin pour pouvoir se reposer. Mais néanmoins, il y a un problème de communication terrible par rapport à l'UDPS et même, on peut dire, à la direction du vieux précisément. Il faudrait quand même aviser le public, faire un communiqué en toute transparence. Si peut-être le bulletin peut susciter beaucoup trop de polémiques plutôt que de rassurance, d'accord, bon, il peut être offusqué, mais pourquoi pas tout simplement quand même rassurer le public plus ou moins d'une manière officielle? Ça se fait ici. Donc, on peut nous dire qu'il y a un président qui ne se sent pas bien ou quel que soit, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi exactement, mais au moins nous sommes rassurés plus ou moins avec quelque chose d'officiel. Ce manque de communication suscite toujours cette angoisse. Qu'est-ce qui cache? C'est quoi le fond du problème? Est-il encore capable? Donc ça suscite toute cette... Et le peuple est sans repère, on ne peut pas continuer. On ne sait pas où on va, on se réveille le matin, donc on vit au jour, mais non, il y a tout un peuple, c'est le futur de toute une nation qui a... Certes, nous avons accompagné le vieux sans équivoque en 2011, mais moi je me demande maintenant en tant que, si on peut dire la nouvelle génération, avons-nous besoin d'attendre que le vieux parle? Il est convalescent, il se repose. Prenons nos responsabilités, responsabilisons-nous et assumons-nous. Je ne le souhaite pas, mais si le vieux ne parle pas pendant une année, on va continuer à tourner, se poser la question, pourquoi le vieux ne parle pas? Pourquoi le vieux ne parle pas? Pendant qu'il y a des choses, comme vous le savez, nous le savons tous, qui sont extrêmement importantes. C'est l'enjeu de tout ce pays-là qui est en marche. Et s'il ne parle pas pour aller dans le même sens que vous, est-ce que c'est de sa faute? C'est de notre faute. C'est de notre faute. Lui, il a posé les bases. Lui a mené la lutte. Il est arrivé même à la victoire avec ça. On peut dire que lui a atteint son but. Mais il faut le relayer, cette lutte-là. Mais qui doit relayer la lutte? Moi, je peux même imaginer que ces peines aujourd'hui, ces souffrances aujourd'hui,
sont en grande partie dus à notre incapacité à nous prendre en charge. Nous prendre en charge, ce n'est pas des 20 mots. C'est de montrer au Père que nous sommes des adultes, que nous pouvons faire des choses et que lui, il nous admire, il dit, c'est ce que j'attendrai de vous. Mais quand nous nous tournons le dos, nous tournons toujours la tête derrière lui pour le chercher, cela veut dire que nous ne sommes pas encore des adultes. Nous continuons à être des enfants. Et lui, s'en allant, constatant que nous demeurons des enfants, ça le peine et ça le met dans la situation d'aujourd'hui. Mais si nous le prouvons que nous sommes en mesure de nous prendre en charge, de dire que la famille, c'est la famille, le parti, c'est le parti, que les membres qui sont dans la famille, voilà les limites, voilà les membres, en situant les choses, nous pouvons le faire sortir de là où il est. Parce que le problème d'Étienne Tshisekedi, il n'est pas un problème somatique, c'est un problème psychologique. De voir la débandade dans laquelle on est paniqué là, voilà, c'est cela. Départager. Et puis nous ne pouvons pas sortir de cela si nous ne sommes pas capables de transcendance, si nous ne sommes pas capables de nous surpasser individuellement, d'aller au-delà de nos passions individuelles. Nous n'en sortirons pas et notre pays sera perdu. Donc maintenant, nous tous, 60 millions, nous tenons à un seul homme. Mais cet homme n'est qu'un homme. Il n'est pas construit en fer. C'était qu'un homme, à un moment donné, il va s'en aller. Mais qu'est-ce que nous préparons par rapport à cela? Qu'est-ce que nous préparons par rapport à ça? Qu'est-ce que nous préparons? Pardonnez-moi, vous êtes très prolixe, et ça c'est très bien d'ailleurs, c'est le but de cette rencontre d'aujourd'hui. Très bien, c'est comme je disais. Mais il y a eu le dernier événement aux États-Unis, je parlais tout à l'heure à l'intro, que les choses diplomatiquement marchent très très mal avec l'UDPS. On a vu le sommet US-Afrique, où un représentant important du DPS devait aller, M. Mavungu peut-être, qui devait aller aux États-Unis comme secrétaire général du DPS, et on se trouve avec un parfait inconnu qui a pris la place de ce secrétaire général, sans que aussi Félix Tshisekedi soit sur place, en donnant la raison que voilà, son visa lui a été refusé, ou bien il n'a pas pris le temps d'aller chercher le visa tôt pour avoir ses âmes, pour aller aux États-Unis. Ne pensez-vous pas que cette irresponsabilité, cette manière de faire les choses plombe complètement notre avenir? Mais oui, mais moi je suis de même avis, puisque moi j'ai posé la question, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il a dit qu'il a désigné quelqu'un qui est allé nous représenter. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il n'y a pas que le problème de communication, puisque notre ami a évoqué le problème de communication. Vous venez d'évoquer le problème de relais, de relais, même on peut parler même d'organisation même du parti. Donc l'UDPS a un problème d'organisation. Ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, si nous perdons Tshisekedi, l'UDPS est dispersé. L'UDPS va en mille morceaux. Vous êtes gentil, l'UDPS est amené à disparaître. Non, si Tshisekedi disparaît aujourd'hui, il n'y a plus d'UDPS. Et les cadres de l'UDPS, c'est comme s'ils étaient aveugles par rapport à cela. Et moi, je vous dis, moi j'en ai parlé avec le président Étienne Tshisekedi en novembre 2013. Je ne vous le cache pas. Je lui ai dit, nous devons restructurer, retravailler les partis pour que... Bien sûr. Vous savez, lorsque les gens voient les failles d'une organisation, ce n'est pas la faute nécessairement de celui qui est à la tête de l'organisation. C'est l'organisation qui doit se mettre autour de son chef pour qu'on ne voit pas de failles de ces chefs-là. Donc nous sommes entre nous les Congolais, nous devons nous dire les vérités entre nous Congolais pour que demain on ne revive pas ça. Moi je lance toujours un appel. Je suis content de voir qu'un jeune cadre du parti, un jeune cadre congolais qui vient de loin, tenez à me voir pour qu'on en discute en long, en large et qu'on fasse... Si on fait appel à vous, c'est pour que ce message soit relayé dans notre communauté. Pour que tout le monde se saisisse. On lance un appel pour la réorganisation du parti autour d'Étienne Tshisekedi. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons personne que nous pouvons présenter demain aux élections de 2016 qui peut battre valablement Kabila. Nous tenons à ces vieux messieurs-là, puisque comme nous ne sommes pas organisés à temps, nous n'avons que lui. Alors, organisons-nous autour de lui pour le représenter. Ils sont en situation de se présenter. Nous n'avons pas besoin de l'organe corporel de Étienne Tshisekedi. Nous avons besoin de ce qu'il représente, de l'esprit qu'il représente. Mais des cadres valables se mettent autour de lui et nous construisons un Congo du 21e siècle avec lui. Il termine sa fondation
les jeunes continuent le mur, les autres viendront mettre la charpente et les toitures. Alors il a été diplomate comme il est diplomate, d'ailleurs à l'intro je l'ai pu le dire, et aussi on le remarque à travers son intervention, M. Mbouye. Et vous, clairement, dites-moi, cette forme de raté à cette conférence internationale, cette rencontre, ces sommets internationaux où on a vu cette histoire de PS rentrer dans le cafouillage le plus total. On envoie quelqu'un qui est inconnu au niveau du parti, et c'est quelqu'un, c'est un cousin de la famille, et on laisse le représentant officiel qui est le secrétaire général de l'UDPS, on le laisse de côté. On va avec cette histoire en fait de la confiscation de ce pouvoir au sein de l'appareil de l'UPS. Non, vous savez, on était avec vous. Parlons clairement. Bien sûr, et c'est sans tabou. Il faut... il a dit déjà ici, nous devons nous regarder en face et nous dire les vérités. Sinon, nous sommes appelés à être des apatrides. C'est simple, parce que les enjeux qui se jouent maintenant sont des gros enjeux. Vous les connaissez très bien. J'étais plus qu'en colère de voir l'incurie qui s'est jouée aux États-Unis. Le sommet USA-Africa, c'est un sommet à caractère économique. Ce sont les gros enjeux, les gros contrats qui vont être signés. Et ce ne sont pas des contrats qui sont signés pour 5 ans. Le Sénégal vient de signer là. Le Sénégal a signé, Macky Sall l'avait signé. Vous voyez, ce ne sont pas des contrats qui sont signés pour 5-10 ans. C'est 50 à 100 ans. Et c'est une table, très simplement, pour caricaturer, c'est une table, les signants sont comptés. Et le peuple congolais, jusqu'à ce jour, n'est pas considéré dans ce schéma-là. Pas parce qu'il est nécessairement exclu, parce qu'on ne se représente pas. C'est ça. Et la voix constitutionnelle qui peut nous représenter, le seul patrimoine que nous avions, c'est l'IDPS. Mais vous êtes absent. Comment expliquer? Je l'ai dit tout à l'heure dans une émission qu'on a faite avec vous, moi je n'ai rien contre Félix. Ce n'est pas une guerre fratricide, mais il faut dire les choses comme elles sont. Félix détient la position du secrétaire général secrétaire national aux relations extérieures. Il était à Kinshasa lorsque John Kerry était à Kinshasa. Donc il connaît l'évolution de ces dossiers depuis. Le sommet USA économique a été annoncé plus d'une année belle avant. Comment ça se fait qu'à la veille, tu ne peux pas être présent, ni toi, ni Mavungo? Et pour faute, on nous dit peut-être, dernière minute, les Américains ont bloqué, il n'y avait pas moyen d'avoir de visa. Mais ça, moi, je ne peux que caractériser ça de négligence. C'est une incompétence intellectuelle. On ne peut pas avoir ce genre de fonction et démontrer une incurie de ce genre. Et on nous présente M. Moundela, d'accord. Moi, je ne le connais pas. Oui, M. Moundela qui a présenté... Qui a présenté, mais qu'est-ce qu'il a présenté? Qui a représenté... Oui, mais qu'est-ce qu'il a présenté? Tout en étant sous une table, l'IDPS. D'accord. Il a représenté qu'est-ce qu'il a dit? Sous une table. Avait-il la maîtrise des dossiers? Maîtrisait-il la feuille de route? Les révélations qui sont faites, Moukoulou Pambia le connaît très bien, Mbouye le connaît très bien. Le département d'État voulait déjà, à partir de là, établir une transition, ne fût-ce qu'une feuille de route pour une transition, pour une passation de pouvoir, en douceur. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé tomber le ballon. Ça s'éclate par terre. Et demain, vous voulez revenir vers les Congolais, qu'on part dans tous les sens, on nous raconte ceci, mais c'est le pays qui est en train de partir. Comment est-ce qu'on peut évoluer jusqu'à ce... On ne peut plus vivre dans l'hypocrisie. On ne peut pas prendre un peuple en otage comme cela. C'est pas possible. C'est comme l'a dit Moukoulumpa ici. Le vieux a déjà fait ce qu'il pouvait. Vous attendez qu'il dise quoi? Il a dit lui-même, prenez-vous en charge. Hein, mais vous voulez qu'il fasse quoi? À plusieurs reprises. Départager la famille. À côté, le parti. À côté, départager cela. Pardonnez-moi. Alors, je vais pouvoir revenir par rapport à la famille. Vous avez parlé de la famille. Je souhaiterais que vous parlez sans tabou. La famille est omniprésente dans cette structure qui est l'IDPS. Est-ce que ça devient un parti famille ou parti d'une coterie familiale? Oui, c'est ça. Disons les choses telles qu'elles sont. Hein. Nous sommes dans notre pays supposé indépendant depuis bientôt 60 ans. On a vu des responsables politiques occuper des fonctions et on a vu après ce que c'est devenu leur famille. Hein, puisque là, nous parlons la vérité, disons-nous la vérité entre nous. La famille est dans un instinct de conservation. Et là, un champion
qui est le père de la famille, qui est un idéaliste, presque pur. Et demain, qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'est pas là? Il faut rassurer cette famille-là. Lui dire que ce n'est pas le moment de l'instinct de conservation. Le travail qu'Étienne Tshisekedi a produit est un travail éternel. Qu'un pouvoir noble, tout pouvoir noble qui viendra dans notre pays, n'oubliera jamais Étienne Tshisekedi. Donc la famille doit être rassurée par rapport à cela, pour briser les chaînes de l'instinct de conservation. C'est du conservatisme naturel. Alors on doit dépasser ce conservatisme naturel. Nous aussi, au sein du parti, nous devons dépasser ce conservatisme qui est individuel, qui fait que le parti est divisé. Pourquoi personne n'était à Washington? Pourquoi il n'y avait pas l'international socialiste? Pourquoi la communication, ça ne marche pas? Mais puisque les gens sont totalement divisés. Chacun voit qu'est-ce que je vais devenir demain. Mais c'est pour cela que les combats nécessitent un dépassement de soi. De la hauteur. Mais c'est un don, le dépassement de soi. Ce n'est pas donné à n'importe qui de se dépasser pour construire. Mais c'est un effort que nous devons produire. Sinon, nous sommes perdus. C'est un combat collectif, sinon nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Aujourd'hui, il y a contestation au sein de cette famille. On conteste Mme Marthe, on conteste Félix Tshisekedi en disant que Félix Tshisekedi n'est pas à la hauteur de ce que ces partis représentent. Bien, c'est un reproche qu'on peut nous faire nous tous. Hein. Est-ce que moi je suis aussi à la hauteur de ce que je représente? Parce que je suis incapable de faire en sorte que mon parti soit organisé. Non, nous sommes tous responsables de la situation. À l'exception d'Étienne Tshisekedi qui a bâti un travail héroïque. Nous tous là, nous sommes responsables. Aujourd'hui, je vous ai dit, la famille doit aussi se poser des questions, doit faire une introspection, lui dire par rapport aux reproches qu'elle a reçus, quel comportement elle doit adopter. Moi, je pense que la famille elle-même s'est mise en situation de s'interroger. Nos réactions viennent après. Donc la famille, maintenant, doit se dire, nous devons agir de telle sorte de ne pas faire tomber les trésors que nous avons en main. Mais nous devons avoir le courage de parler franchement avec les membres de la famille qui sont nôtres, parce que ce sont des familles qui ne sont pas antagoniques. Il y a des vases communicants. Nous devons profiter de ces vases communicants pour réellement nous dire la vérité, comme nous la disons avec vous aujourd'hui. Ce qu'on appelle le théorème de Pascal, donc le principe des vases communicants. Alors, d'aucuns disent que voilà, ces partis-là est parti vers son déclin, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Il y a eu l'excellence et aujourd'hui on va vers le déclin. Que pensez-vous de ce que les gens reprochent de Mme Marthe et de celui qui est aujourd'hui promu, où on veut qu'il devienne, si vous voulez, Premier ministre en RDC ou président en RDC, Félix Tshisekedi? Non, comme je l'ai dit, Félix, d'abord, c'est un fils de Congo. C'est un fils congolais. S'il veut être au service de son pays, moi, je n'ai rien à lui reprocher. Mais, dans ce combat, nous faisons face à une crise du jamais vu, sans précédent. Comprenez? Donc, à un certain moment, comme le dit Moukoumba si bien, il faut se remettre en cause. Okay? Il faut se remettre en cause. Quand on sent qu'on n'a pas la capacité de faire les choses, il n'y a pas de tabou de laisser. Vous comprenez? Vous prenez l'ANC, vous comprenez? C'est un patrimoine national. Je ne vois pas Mandela fils ou Mandela petit-fils ou petite-fille. Non, ils font autre chose. Ils s'occupent Fondation Mandela et tout ça, ils se retrouvent. Donc, capturer le parti parce que leur papa a fait une grande lutte, tout ça, d'accord, c'est tout à fait normal. C'est un héritage familial auprès de leur père, d'accord. Mais Tshisekedi n'a pas fait cette lutte seul. Il a été accompagné. Vous comprenez? La famille Tshisekedi peut être rassurée, comme le dit Moukoumba, très bien. Vous comprenez? L'héritage qui suivra. Personne ne peut effacer ce que le vieux a fait. C'est impossible. C'est ça. Mais nul aussi dans la famille du vieux a le droit de tenir tout ce patrimoine national otage. C'est ça. OK? Par rapport à ses ambitions personnelles. Ça, c'est pas correct. Alors, Félix, mais j'allais même aller un peu plus pour dire que il ne faut pas que la légitimité incontournable de Etienne Tshisekedi devienne un couteau à double tranchant. Que, à la fois, elle est incontournable,
mais en même temps, elle nous bloque qu'on ne sait pas évoluer. Donc vous comprenez, donc il faut un véritable dialogue entre les membres du parti, un véritable dialogue franc. Vous le répétez souvent, hein, ça, là, depuis qu'on a commencé le dialogue. Donc il y a un mur en face de vous. Oui, il faut continuer à lutter. Vous savez, hein, le nouveau monarque de ce pays est rentré d'Afrique du Sud des obsèques de Mandela. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché au cœur. Il a dit, je reviens d'Afrique du Sud des obsèques de M. Mandela, et je vois qu'avec le dialogue et la concertation, on peut changer le monde. Et nous savons que la Belgique est un écueil épouvantable pour la situation de notre pays. Ah oui, absolument. Mais voilà une ouverture. Mais saisissons cette ouverture-là. Il était prévu que Kabila vienne aux festivités du centenaire. Vous l'avez vu? Non. Donc il y a une ouverture. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons pour saisir ces opportunités-là? On ne sait rien. Donc nous sommes toujours aveuglés dans nos passions, que celui-ci n'est pas bon. Commençons par nous rassembler. Nous, de l'UDPS, commençons d'abord par nous rassembler, sans exclusion. Commençons par nous rassembler. C'est la première des choses. Et vous verrez, tu sais ce qu'il dit là, demain, vous allez commencer à le voir. Il va vous appeler, appelez-moi Roger, je vais faire une interview avec vous. Commençons par ça. Nous sommes en train de les tuer, mais sans savoir que nous sommes allés les tuer pour rien. Si au moins on pouvait les tuer, puisqu'il y a quelque chose de fantastique, de grandiose que nous avons construit, ce serait fantastique. Mais nous sommes allés les tuer pour ne rien avoir après. Donc faisons de sorte que demain, il soit debout, qu'il vous appelle Bongos pour l'intervenir. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces reproches contre Maman Marthe, qu'on dit, le mauvaise langue disent que, voilà, il confisque la trésorerie de l'IDPS et veut à tout prix, mordicus, placer son fils à la tête de l'UDPS. Moi, tout ce que je peux dire, ce sont des observations que je peux faire objectives, c'est ce qui se relate, mais l'UDPS n'est pas une monarchie, vous comprenez? Donc, l'exemple est là. Ça fait combien d'années? Depuis très longtemps que vous êtes avec l'UDPS. C'est des sueurs, c'est des combats, il y a des moments, j'appelle Moukoumpa, vous sentez qu'il est tracassé. Mais je peux même ajouter, si tu permets, Dominique, c'est même légitime. C'est légitime que Maman Marthe voit que son fils doit succéder à son père, compte tenu de la lutte, des souffrances. Mais Maman Marthe, elle aussi, elle aussi doit se dépasser. Elle doit savoir qu'elle, Maman Marthe, n'est pas seulement la maman de Félix et de Jacques et de Jean-Claude, elle est la maman de tous les enfants du Congo. Et Etienne Tshisekedi est le père de tous les enfants du Congo. C'est le père spirituel de la nation. Donc, il n'y a pas que celui qui vient de son sang qui doit succéder à Etienne Tshisekedi. Maman Marthe doit savoir que tous les enfants méritants de la lutte de son mari ne l'oublieront jamais. Et que par conséquent, tout enfant méritant qui peut la soutenir, elle et son mari, ne doit pas bloquer la porte, croire que les autres sont mauvais, il n'y a que les siens qui sont meilleurs. Non, nous sommes tous meilleurs, y compris les siens, et nous sommes tous meilleurs, et nous pouvons succéder à Etienne Tshisekedi. Oui, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Non, moi je vais dans le même sens. Je vais dans le même sens parce que c'est une grande famille. C'est avoir la hauteur de pouvoir se dépasser, comprendre que, comme j'ai dit, je donne seulement l'exemple de l'ANC avec Mandela. Vous comprenez? Ce n'est pas un Mandela fils ou petit-fils qui tient l'ANC. Il n'y en a même pas. Ils font autre chose. Cela ne veut pas dire que j'implique nécessairement, implicitement, que je dis que Félix devrait faire autre chose. Non, ce n'est pas à moi de décider. Mais néanmoins, s'il y a, comme on dit, un autre fils qui a des capacités plus grandes, un autre dauphin, pourquoi pas? Parce que c'est la victoire du peuple congolais, c'est la victoire d'Etienne Tshisekedi, c'est la victoire même de Maman Marthe, qui a accompagné, qui a enduré toutes ces souffrances. Vous comprenez? Quel serait bon si nous avons quelqu'un qu'on met là, okay, un pouvoir filial, et on ne maîtrise rien des enjeux, et tout nous échappe dans les mains? Alors on fait quoi? Mais j'ai dit, vous ne répondez pas à cette question. Je dis, au sein de ce parti, Félix Tshisekedi est contesté. Alors, il
il est passé pas par les élections, on nomme les gens, on ne passe pas par le congrès pour plébisciter quelqu'un, et directement on sent il y a tel nom, on vire Albert Moleka, on prend celui-là, on met là, on vire Chabani, on prend celui-là, on met là. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui, mais il y a un peu un mélange de tout, hein, puisqu'il y a de... vous avez suivi par rapport à Jacquemin, je ne veux plus revenir puisque j'ai beaucoup épilogué là-dessus. Mais il faudra revenir un tout petit peu, que les gens sachent, un tout petit peu. Je peux revenir en disant ceci. Vous savez, quand j'étais à Kinshasa en novembre, quand j'ai vu le président, il a pris une dizaine de minutes pour parler du cas Jacquemin, puisque c'est quelqu'un en qui il avait mis beaucoup de confiance. Ouais. Il a pris une dizaine de minutes pour m'expliquer ce cas. Vous savez, la lutte que nous menons n'est pas seulement politique. Elle est de nature essentiellement éthique et morale. Et ce que nous souffrons, c'est les conséquences. On appelle chez nous les technocrates, hein, deviennent des kleptocrates. Ils deviennent des kleptocrates. Ce sont des compétences. Nous avons des enfants au Congo qui ont fait toutes les universités du monde. Mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, les démons les attrapent et les amènent dans les vices. Dans le vol, etc. Exactement. Voilà. Exactement. Donc nous, à l'UDPS, nous prenons le changement. Ce changement doit commencer dans l'UDPS. On ne va pas en politique pour devenir riche. On est serviteur du peuple, on est serviteur de Dieu en même temps. Nous devons retrouver ça. Et moi, je vous ai dit franchement, moi j'ai eu 400 000 $ ici. J'ai tout mis sur le compte de la campagne du président. Un Congolais qui n'est même pas du Kasaï est venu me donner 10 000 $. Il dit, pour la campagne du président, moi je vous donne 10 000 $. Je lui ai fait une décharge. Le président est à Bukavu, il devait aller à Kindu. Et l'avion a eu des problèmes. Oui, je me rappelle. Voilà. À Western, il fallait payer. À Western, on ne pouvait pas envoyer 10 000 $. On a cédé. Vous voyez? Donc, alors je fais une petite parenthèse. Pardonnez-moi, c'est très important ce que vous venez de dire. Moi, j'ai des informations à ces propos concernant ces 400 000 $ là. Oui. Et ces 400 000 $ là, cette somme est atterrie sur un compte personnel de Maman Marthe. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bien. Dites la vérité parce que moi, j'ai des informations. Ne vous en faites pas. Quand l'argent devait venir, le président m'a contacté, moi. Le président m'a dit, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu vas ouvrir un compte pour moi? Moi, je dis, vous êtes là-bas, il y a trop de formalités ici pour ouvrir un compte ici, en votre nom. Moi, je vous propose de déposer cet argent sur tel compte, mais ça va nous servir. C'est moi qui ai pris l'initiative, puisqu'on devait envoyer encore une partie d'argent en Afrique du Sud pour les véhicules. C'est moi qui ai pris. On dit, bon, attends, je vais demander l'autorisation, et puis je vais te dire quoi. Je vous dis là, franchement. Donc, l'initiative de mettre l'argent sur le compte de Maman Marthe, c'est moi qui l'ai prise. C'est moi qui l'ai prise. Donc, j'assume la responsabilité. C'est un peu gauche. Non. C'est un peu gauche. Un peu gauche. Disons qu'avec le recul, je trouve que c'est un peu gauche, puisque nous avons perdu ce compte-là. Donc là, le banquier... Et l'argent n'a pas été utilisé à bon escient. Alors ça, je ne sais pas de l'utilisation. Vous poserez la question à qui de... Mais j'ai des informations aussi par rapport à cela, mais je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Je ne suis pas là pour faire de la polémique. Alors, continuez. Par rapport à Jacquemin, également... Non, je voulais dire que nous devons faire preuve de probité morale dès le départ, puisque nous avons une tâche immense vis-à-vis de ce peuple-là. Mon frère Roger Bongos, moi j'ai fait toute ma vie à Kinshasa. Ah bah ça je connais. Je sors du sérail. C'est un travail important. Je sors du sérail. Je ne suis pas fils d'eux ou oui, tout à fait. Je sors du sérail. Et quand je vois les miens dans quelles conditions ils vivent, le bétail ici ne vivent pas dans ces conditions-là. Donc nous devons sortir notre peuple de là où il est. Il n'est même pas au Moyen-Âge, il est dans l'Antiquité. On l'a ramené dans l'Antiquité. Nous, l'élite, nous avons ce devoir de les sortir de là, par l'exemple. Donc ça, c'est pour... Je n'ai pas dit que Jacquemin a fait ceci, a fait cela, mais j'ai parlé avec... Il y a un problème de détournement. Il y a un problème de détournement. Entre la parole de Dieu... Il y a un problème de détournement. Il y a un problème de détournement. Je ne sais pas, puisqu'il paraît que les tribunaux de Kinshasa l'ont dit qu'il avait raison. Je ne sais pas où se trouve... mais moi, j'accorde la vérité en la personne de Etienne Tshisekedi par rapport
un autre cadre du parti, y compris moi-même. Donc par rapport à Étienne Tshisekedi, s'il me dit ça, même par rapport à moi, je ne vais pas dire que j'ai raison par rapport à Alors, Albert Bondeka, viré par Maman Marthe à la 10e rue, voyez-vous, est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est digne? Mais ça participe de la désorganisation dont nous avons dit ici. Nous devons être en mesure de dire à la famille, voilà, la limite est là. n'est pas franchie. Mais si maman arrive à ces... Nous sommes en partie responsables. Nous sommes en partie responsables puisque nous considérons la femme de notre président comme la présidente. Nous-mêmes, nous la considérons déjà comme la présidente. Alors vous voulez qu'elle agisse comment? Vous voulez qu'elle agisse comment? Vous voyez, donc c'est à nous d'avoir une attitude telle qu'elle comment on dit, qu'elle ne dépasse pas, qu'elle n'aille pas au-delà de ses prérogatives. C'est nous qui l'avons mis. Maintenant, elle-même a fait le constat. Nous aussi, nous avons fait le constat. Je crois que la ligne rouge va s'établir d'elle-même. Je crois que nous ne reviendrons plus là-dessus. Mais nous avons un devoir vis-à-vis du peuple congolais. C'est de ne pas échouer. De ne pas les laisser en rase-morte. Nous devons amener Nous avons la victoire de principe. Nous devons transformer cette victoire de principe en victoire effective. Nous devons gouverner et bien gouverner. Puisque Tshisekedi a aussi cette souffrance-là. Je vais avoir le pouvoir, j'ai le pouvoir en main, mais je gouverne avec qui? Alors, je gouverne avec des kleptocrates. Pardonnez-moi, l'impérium. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'impérium à 24 mois des élections présidentielles? Mais moi, j'en ai parlé avec lui. Nous avons déjà... non. Arrêtons de parler de l'impérium. L'impérium est un processus récupérable à travers les prochains processus électoraux. Vous savez ce qui s'est passé le 28 novembre 2011, mon frère Bongos, c'est un coup de tonnerre. Ah, terrible. Pour la nation et pour l'humanité d'ailleurs, parce qu'on est au centre de plusieurs enjeux. C'est ça. On ne sait même pas encore dédouaner émotionnellement. Et tout le monde est à l'heure de vérité par rapport à ce qui s'est passé le 28 novembre. Même Tshisekedi lui-même ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. Il a été dépassé par sa propre légitimité. Il ne savait pas que moi j'étais à Kinshasa en novembre, c'était un messie, ces messieurs-là. Pour la population, c'est un messie. On peut vous lyncher si vous les critiquez. Il est devenu intouchable. C'est pour ça que je suis lynché souvent médiatiquement par rapport. C'est ça, exactement. Exactement. Toi, tu es une élite, tu dois accepter que médiatiquement tu dois être lynché. Mais la vérité blesse. Mais c'est du choc de la vérité que les gens... Voilà, exact. Nous ne devons pas renoncer. Nous avons le devoir de les sortir de là et nous devons accepter qu'on nous critique, qu'on nous vilipende. Vous avez parlé des caméras, nous devons accepter ça. Nous devons assumer. Donc ce qui s'est passé le 28 novembre, sur le plan spirituel, c'est immense. Les gens qui ont commis ça, ils veulent corriger. Ils veulent corriger, mais ils ne vont pas se mettre là pour dire nous nous mettons à genoux, vous avez eu raison. En politique, ça n'a pas. Ils vont corriger à travers le prochain processus électoral. Alors l'impérium, ne parlons plus. Non, l'impérium, il est en 2016 maintenant. Organisons-nous. Est-ce qu'on avait le plan B pour l'impérium? Non. Il y avait le plan C? Non. Est-ce que maintenant, diplomatiquement, nous sommes au point? Non. Mais on est nulle part. Voilà. On est en panne. Nous avons encore une année. Nous avons encore une année. Faisons tout, mon frère Roger. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Nous trois, là. Vous savez, je me suis battu... Tu ne cesseras jamais de te battre jusqu'au jour où le Seigneur va te rappeler. Je sais ton engagement. Tu ne cesseras jamais de te battre. Nous devons continuer ce travail au Congo. Au Congo, Kabila ne doit pas se représenter. Non, on doit... Non, Kabila fait tout pour se représenter. Alors, la modification de la Constitution, nous y arrivons. Alors, que pensez-vous? On veut maintenant confisquer le peuple, mettre le peuple, comme on dit, au pas, pour le ramener vers un nouveau référendum. Oui. La politique, c'est des rapports de force. Quand je parle de référendum, c'est-à-dire pour la modification de la Constitution. Nous avons connu un dictateur qui était aussi charismatique. Je ne sais pas en Afrique s'il en a eu des dictateurs charismatiques. Nous, on en a eu. C'était Mobutu.
était plus puissant que tous ces gens. Je crois que chez nous, il y a des gens qui commencent même à regretter Mobutu. Puisque nous sommes tombés trop bas. Ouais. Voilà. C'est une hérésie aussi de regretter Mobutu. Oui, c'est une hérésie, Bien sûr, oui, bien sûr. C'est une hérésie. Oui. Donc c'est entre le mal et le pire, ou bien comme on dit, entre le choléra et la peste. Voilà, c'est ça. Voilà. Et nous ne devons pas permettre à Kabila d'imaginer même un troisième mandat. Puisque notre division, notre éparpillement fait qu'il commence à imaginer un troisième mandat que c'est possible. Mais si nous faisons une force, il sent qu'il a en face de lui un bloc, il va nous laisser tranquille. Alors, vous laissez tranquille. La coalition avec le parti d'opposition, l'UNC, et la démocratie chrétienne, Sauvons le Congo, et également MPP et tout ça, tout cela, c'est de bon augure, c'est quelque chose de... Non, par rapport à la lutte que nous devons mener, puisque Kabila, ce n'est pas Kabila. Mobutu, ce n'était pas Mobutu. Il y a des puissances internationales derrière ces dictatures-là, derrière ces tyrannies-là. Nous avons aujourd'hui une petite ouverture. Tous les enfants du Congo, arrêtons de dire celui-ci est de... Voilà, non, arrêtons ça. Il faut donc qu'on arrête ça. On arrête. Je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Il faut qu'on arrête. Arrêtez ça. Mettons-nous un bloc. Kabila, il est tanzanien, il nous a gouverné. Qu'il le veuille ou pas, il nous a gouverné. Il est là. Kabila a pris votre soeur. Il va avoir des enfants congolais. Kabila, s'il est intelligent, il s'en va. Et puis nous foutons rien. Kabila peut revenir 10 ans après, poser sa candidature et voir les gens et les lire. Donc arrêtons cette histoire-là. Il est déjà chez nous. Il est un de nôtres, qu'on le veuille ou ne le veuille pas, qu'il tue, qu'il le tue. Les nôtres aussi ont tué. Kabila est là, mais Kabila doit partir. Il doit partir. C'est une autorité congolaise. Kabila n'est pas une autorité tanzanienne. C'est une autorité congolaise. Alors faisons-le partir. Tous ceux qui vont se joindre à nous pour le faire partir, mettons-nous un bloc. Le Congo n'appartient pas à une seule ethnie. Le Congo n'appartient pas à une seule famille. Le Congolais nous appartient à toutes les ethnies qui sont là. Mettons-nous ensemble, faisons. Mettons-nous ensemble, donc Kabila a été légitimé en 2002 par cette conférence de Sainte-City. Bien sûr, on se rend compte aujourd'hui que la discussion qui est autour de cette affaire de sa nationalité, d'aucuns disent que c'est un faux débat. Que pensez-vous de ça? Ah, les identités meurtrières. Je demande à la jeunesse de lire Amil Malouf. De lire Amil Malouf, les identités meurtrières. Et ça, c'est très... vous savez, il y a un monsieur Kabarabere, quelque chose, un général des Rwandais. Voilà. On l'a interviewé un moment, il a dit ceci. Quand il était au Congo, les Congolais cherchaient pour lui une localité pour qu'il devienne natif de cette localité-là. Hein? Tu vois jusqu'où on est lâche. Ouais. Et demain, vous voulez aller blâmer les autres. Tu vois jusqu'où on est lâche. Donc, vous savez bien que c'est pour des raisons pécuniaires, vous bradez comme ça une nation. Une nation. Votre propre bien nation. sûr. Donc, je vais aller plus loin. L'homme politique congolais, c'est quelqu'un, il a sa maison comme nous sommes ici, il va à l'extérieur, il va dire à l'étranger, dis, venez, on va aller voler chez moi. Viens. Il amène l'étranger dans son salon, il dit, bon, toi tu prends ici, on va vendre là, moi je vais prendre ça. Il vend les biens, ses propres biens. Il va chercher l'étranger pour venir prendre les biens de chez lui et aller vendre à l'étranger. Cet étranger va vous prendre pour qui? Alors, il va vous aider à mieux voler davantage. Vous ne répondrez pas à cette question. Je pose cette question à un géopoliticien du Canada, M. Dominique Kabongo, concernant les compétences de Félix Tshisekedi de se mettre en accord avec nos 9 voisins. Est-ce que l'UDPS, avec Félix Tshisekedi, s'est mis dans cette dynamique d'aller vers ses 9 voisins? Okay. Moi, par rapport aux fonctions qu'il assume, si on peut dire secrétaire national des relations extérieures, cela n'engage que moi. Moi, je dirais que c'est un échec. Par rapport à ce que j'ai vu, l'incurie à Washington,
nous faisons ce travail de lobby depuis un certain moment. On peut parler de l'Internationale socialiste ou d'où vous venez, il n'y avait encore personne. Bon, la RDC, c'était avec cette dimension, avec tous les enjeux géopolitiques, d'autant plus que nous sommes dans une conjoncture où nous avons des conflits avec les pays voisins. Le patrimoine national qui s'inspire de prendre le pouvoir demain. Quelle relation avons-nous avec nos voisins? Laissons les belligérants à côté, mais les 7 autres, qu'est-ce qu'on entretient? Pouvons-nous tisser des liens? Ne fût-ce que de bons voisinages d'abord, pour rassurer peut-être certains, pour savoir que voilà, d'accord, demain si l'UDPS arrive au pouvoir, on peut déjà avoir une relation. Ça ne se construit pas lorsque vous êtes au pouvoir. Ça. Le travail de fourmi, il commence maintenant. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir je ne sais pas, un Tanzanien comme on a dit, ou peut-être quelqu'un de chez Sassou qui prend le téléphone, qui appelle, qui dit cher ami, comment ça va? Juste une conversation pour savoir comment ça évolue la lutte, tout ça. Le fait de sympathiser déjà avec vous, ça veut dire qu'ils sont en cohésion avec vous. Vous comprenez? Mais vous vous renfermez sur vous-même, vous comptez sur un peuple. Non, mais c'est une politique de chaos, ça ne peut pas évoluer de cette manière. La diplomatie est un échec sur tous les plans. Cela engage comment? C'est ça. Je vais peut-être le compléter. Hein, voilà. Parce que moi, Roger, contrairement, je n'aimerais pas qu'on personnalise. Bien sûr, ça c'est très important aussi. Et si Félix Tshisekedi est en échec, c'est l'UDPS. Il y a un débat sur c'est l'UDPS qui est en échec. La personne de Félix Tshisekedi. C'est l'UDPS qui est en échec. Ouais. Vous savez, il a cité tantôt l'exemple de l'ANC. Mais l'ANC avait l'avantage que c'était une lutte presque raciale. C'est très facile quand vous menez une lutte basée sur la couleur de la peau. Donc, d'office, les gens d'une même couleur sont un camp et les autres sont aussi un camp. C'est plus facile. Mais lorsque celui qui vous persécute a la même peau que vous et qu'il peut épouser votre soeur demain, ou bien qu'il va avoir des acquaintances avec votre oncle, ça devient compliqué. Voilà. Mais Mobutu avait cette force de rassurer les pays et les voisins qui l'entouraient, ouais. les pays qui nous entouraient. Ouais. Donc, nous devons fonctionner au XXIe siècle. Voilà les gens du XXIe siècle. Oui, j'en suis convaincu. Donc c'est dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Si vous voyez les failles de Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est parce que l'UDPS ne fonctionne pas. Exactement. C'est ça. Donc votre souci, c'est qu'on ne voit pas ces failles-là. Oui. Mais quand on les voit, il faut assumer. Il faut assumer. Nous devons assumer la responsabilité que nous sommes en échec. Alors un coup d'État. Nous, les troupes de l'UDPS... Vous préparez un coup d'État? Non, moi je n'appellerais pas ça un coup d'État, j'appellerais plutôt une innovation. Non, moi je crée un choc. Voilà. Donc ce choc qui amène à une innovation. Donc, il faut évoluer au XXIe siècle. Ce n'est pas un coup d'État, donc c'est plus, je dirais, même une responsabilité d'un citoyen. Un citoyen, l'engagement, d'abord renouer cet engagement par rapport à sa citoyenneté. Nous avons un pays, hein, mon frère Bogos, nous avons un pays envié du monde entier. Exactement. Et il y a cet engagement patriotique d'abord, de défendre ce peuple-là, cette terre. Et surtout, alors là, lorsqu'on rentre autour d'une structure, un patrimoine national, nous assumons des relations, des fonctions, excusez-moi, eh bien, il faut avoir encore ce dynamisme d'aller plus loin, rassurer. Et parfois, si même c'est important, il faut choquer. Il faut choquer. Alors moi, je souhaiterais un tout petit peu choquer. Mais avant de continuer, j'aimerais terminer, M. Roger Bongos, parce que vous soulevez un problème du voisinage du Congo. Oui, c'est important. Très important. Nous devons rassurer nos voisins. Et nous devons dire aux Rwandais que nous ne nous vengerons pas demain. Nous devons vivre avec le Rwanda comme la France vit avec l'Allemagne. Sur des bases saines, sur des bases de coopération établies, mais sur la punition de ceux qui ont commis du mal. Que ce soit accepté. Tout le monde doit assumer sa responsabilité. Il y a eu 8 millions de morts au Kivu. 8 millions de morts au Kivu. Je crois que c'est presque l'équivalent de ce qu'on a connu. Ouais, voilà. Donc, ça ne peut pas aller comme ça, peut se perdre comme ça, non. Donc, il faudra qu'à un moment donné, il y ait
Une justice et réparation. Voilà. Justice et réparation. Voilà. C'est Parlant de justice et réparation, on va terminer, on va vers au terme de notre émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a CDPS vient de faire son congrès en opposition, c'est la dissidence, si vous voulez, oui, de l'IDPS. Reguini, là on connaît. Tape tous les jours sur Etienne Tshisekedi, tape tous les jours sur Maman Marthe, tape tous les jours sur Félix Tshisekedi, tape tous les jours sur le clan. C'est ça. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à cette session, à CDPS et les autres, vos amis, vos anciens amis? Vous savez, c'est toujours mes amis, parce que moi je considère que je n'ai pas d'ennemis. Ce sont des frères qui, à un moment donné, en avaient peut-être le ras-le-bol de certaines choses que vous avez vues. Vous savez, j'ai des témoignages assez importants qui peuvent mettre à mal l'IDPS concernant le propos que j'ai recueilli venant des anciens hauts cadres de l'IDPS. Oui, c'est ça. Mais des choses extrêmement graves. Oui, il y a des choses. De malversation, de forfaiture, etc. C'est ça, mais il faut. Vous avez le droit de réserve. Je veux me taire. Par rapport aux enjeux. Par rapport aux enjeux, mais un jour, il y aura quand même un jugement de l'histoire par rapport à tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Quand vous êtes dans une organisation, et c'est ce travail que nous faisons ici, il faut chercher d'abord à réformer les choses de l'intérieur. Parce que là, vous aurez l'excuse de dire j'ai tenté. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas pu. Mais il ne faut pas vous en aller de que... Vous savez, le départ de ces gens-là, c'est les élections de 2006. Où on a décidé que l'UDPS n'allait pas. Voilà, n'allait pas partir aux élections. Ça frustrait beaucoup de gens. Voilà. Ce sont ces frustrations qui ont fait à la longue, les gens sont partis. Mais moi aussi, je suis un homme, je ne vais pas avoir les mêmes frustrations aujourd'hui. Mais je dis... C'est très facile de claquer la porte et de s'en aller. Quand vous avez été dans une organisation pendant un quart du siècle, vous pensez que nous avons encore des ressources nécessaires pour recommencer? Non. Battons-nous à l'intérieur de l'UDPS. Changeons les choses à l'intérieur de l'UDPS. Créer la révolution à l'intérieur. S'il le faut, à l'intérieur, en considérant les autres pas comme des ennemis, comme des frères qui doivent changer. Nous devons tous changer, discuter et obtenir ce que nous devons obtenir pour transcender. C'est ça. Donc nous sommes là dans ce que toi tu as vécu en France, tu connais l'histoire de la France. Il faut sortir de l'obscurantisme, entrer dans la période de lumière. Mais la bataille est rude. Sortir des griffes de Satan, ce n'est pas facile. Et même ceux qui sont sortis chez toi en France se sont entretués après. Donc, mais nous devons nous instruire de tout cela pour lutter de l'intérieur, mettre les valeurs au centre, mettre les principes au centre, mettre la vérité au centre, mettre le pardon aussi au centre. C'est dans ce sens que nous allons sortir. Mais si nous luttons en considérant que moi je suis meilleur que les autres, je vais aussi échouer, puisqu'ils vont s'organiser pour que ces meilleurs-là ne ressortent pas. Ils vont se ramener par le bas. Considérons que nous sommes tous les meilleurs, peut-être moins meilleurs que celui-là, et battons-nous et nous sommes. Alors je terminerai avec deux questions. L'avant-dernière question, vous allez répondre à cette question, l'avant-dernière d'ailleurs. Aujourd'hui, la France a publié 3 rapports. Le premier rapport date de 6 décembre 2013. Rapport Pédrine donné au président de la République. Le rapport entre la France et l'Afrique. Deuxième rapport, le rapport Zinsou-Bokel. Sénat, remis au président de la République, avec une planimétrie, avec une étude approfondie sur l'Afrique. On dit dans ces rapports-là, l'Afrique est l'avenir de la France. Le dernier rapport qui vient de sortir, c'est le rapport Attali, francophonie, francophilie. Et on se rend compte que l'UDPS ne rebondit jamais sur ces rapports, n'agit jamais sur des choses que les matières que la France nous présente. Qu'est-ce que c'est cette partie qui n'est pas réactive, n'est pas réactive par rapport à tout ce qui se passe? Vous savez, j'étais au Quai d'Orsay pour discuter de... C'est eux qui m'ont dit, essayons d'oublier le passé,
construisons l'avenir, allez aux négociations politiques, ils m'ont conseillé. Et quand je discute avec les Congolais, ils disent, mais Etienne Tshisekedi, mais c'est un patrimoine national. Mais celui qui me dit que Etienne Tshisekedi est patrimoine national n'est pas de l'UDPS. L'UDPS, mais c'est un patrimoine national. Mais celui qui le dit n'est pas de l'UDPS. Donc, l'UDPS et Etienne Tshisekedi font partie de la conscience collective du peuple congolais. Donc, vous, Bongos, quand vous êtes là, vous voyez votre nation. Quand vous tombez sur des choses, vous interpellez l'autorité de l'UDPS. Vous lui dites, mais je viens d'avoir ça. Où est-ce que tu es? C'est comme ça que nous allons les rendre compétents. C'est comme ça que nous allons les rendre compétents, par notre sens du devoir, que peut-être nous on a, par rapport à l'âge, par rapport aux expériences du passé, que les autres n'ont pas. Il faut les amener à la compétence, pas vous mettre à côté et dire qu'ils ne sont pas compétents. Là, nous nous desservons tous. Donc, à l'avenir, vous agissez comme membre de l'UDPS. Vous dites, je suis Roger Bongos, je suis venu ici pour couvrir tel. Mais je veux porter une autre casque de patriote congolais. Voilà, je suis ici aussi comme patriote congolais. Est-ce qu'en tant que patriote, je peux avoir telle information, je peux vous poser telle question? Vous allez agir désormais avec ces deux casquettes. Puisque si nous attendons que les autres fassent pour nous, que l'IDPS va faire, voilà l'IDPS, l'exemple qu'il nous donne là. Prenons-nous en main. Allons dire, moi je ne suis pas de l'IDPS, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. La prochaine fois, je viendrai vous chercher, nous irons avec vous là-bas. Je crois que je vous donne plein pouvoir en la matière. Vous savez, il y a aussi la malhonnêteté intellectuelle, vous savez, il y a aussi l'ingratitude qu'on a remarquée. Vous savez, je me suis battu très durement pour faire passer le message concernant les élections de 2011 par rapport à l'UDPS. Vous le savez, ce que j'ai apporté comme apport. Hein, je sais. Pour que les choses... Mais je ne veux pas qu'on rentre dans les détails là-dessus. Mais quand vous êtes fustigé, vous êtes vilipendé par ceux-mêmes qui travaillent avec vous, qui sont de l'UDPS, vous savez, ça fait très mal. Ça fait alors, on peut dire qu'il y a un problème tribal dans l'UDPS? Non, tu sais qu'il dit au-dessus de ça. Sinon... Je dis bien dans l'UDPS. Non, je ne crois pas, puisque l'UDPS est incarné par la pensée politique d'Etienne Tshisekedi. On ne va pas les réduire à ce niveau. Vous savez que le tribalisme est un racisme. Vous savez que le tribalisme est un racisme. Nous voyons les racismes, mais chez nous, quand vous êtes tribaliste, vous êtes raciste. Ce n'est pas puisqu'on a la même peau que c'est... Non. Nous devons avoir ce courage-là. Aujourd'hui, nous sommes une nation. Nous sommes une nation, on ne peut même pas discuter. Nous ne pouvons plus rentrer dans l'ethnicité, Non, nous sommes une nation, construisons quelque chose par rapport à ça. Alors, répondez à cette question. Non, moi je dirais tout simplement, je peux revenir par rapport aux trois rapports qui sont sortis. L'UDPS a raté déjà le bateau en ce qui concernait ça. La diplomatie, quand on dit que la diplomatie est en panne, c'est de ça dont on parle. La France est une grande nation. Lorsque vous avez ces révélations qui sont dans ces rapports, il faut s'instruire, il faut maîtriser ces enjeux parce que c'est ça la géopolitique. Et dans ce cadre de géopolitique, comme on dit que c'est un grand village, on sait se situer par rapport à son projet de société, par rapport à sa vision pour un Congo. On dit voilà, géostratégiquement les choses se positionnent comme ça. Nous, en tant que grande nation, nous devons se positionner de cette manière-ci pour pouvoir arriver à se retrouver dans cette grande structure où il y a des requins, des gens qui ne sont motivés que par le profit et la prédation même. Donc il faut savoir vous situer pour mettre ces barrières. On sait très bien que l'Occident traverse une crise sans précédent et que le prochain enjeu, c'est l'Afrique. Et la RDC est même citée dans ces rapports. Beaucoup cité. Beaucoup cité. Alors le fait de ne pas être instruit par rapport à ces grands enjeux, encore une fois, moi, ça ne me laisse plus perplexe, ça me frustre. Ça me frustre vraiment par rapport à tout cela. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'aborde, je suis avec Moukoumba ici pour dire, voilà, il faut reformer le parti. Quand lui il a dit assez diplomatiquement, dire, voilà, il y a des gens, au lieu de tirer sur les gens, dire, voilà, vous n'êtes pas compétents, tout ça. Nous n'avons pas un luxe de temps. 2016, c'est à l'aube ici. Donc il faut vraiment imminemment la restructuration, la reformation du parti pour que
les bonnes personnes au bon endroit, pour qu'on puisse se mettre au travail. Parce que si on va aux élections, en ce moment-ci, on est en retard. Et les enjeux, vous savez, ces grands enjeux économiques, ça se joue. Si nous n'avons pas sécurisé notre place, eh bien, les enjeux, ils vont se jouer. Et nous serons perdants encore. Je ne sais pas là si on sera encore à l'Antiquité ou je ne sais pas si on va nous ramener. Non, mais c'est vraiment... Je vais renforcer l'idée. Roger, think tank dans chaque pays. L'élite congolaise dans chaque pays occidental doit faire des think tanks, des cercles de réflexion, des cercles d'études au-delà des partis politiques. Et fait ça en France, lui fait ça au Canada. N'attendons pas tout d'une organisation qui nous démontre ses failles dans un tel éclat. Mettons-nous en marge. Si l'UDPS ne s'organise pas, ces cercles de réflexion doivent lui montrer qu'elle a failli, elle est restée. Terminons avec l'ethno-tribalisme. Non, je pense, j'irai dans le même sens que vous savez, que Adi Moukoumpa Mboui. L'UDPS n'est pas, c'est un patrimoine national. C'est 40 ans de lutte qui a transcendé toutes les tribus. Alors venir réduire ça à un parti Balouba, à un clanisme Moulouba, c'est une insulte, c'est une aberration par rapport à la lutte qu'a mené non seulement Etienne Tshisekedi, même ceux d'avant, nous sommes dans une étape, nous évoluons, nous progressons. Moi, aujourd'hui, c'était très facile, on pouvait faire une structure. J'ai été appelé dans d'autres, ouais, viens, rejoins-nous, tout ça. Mais j'ai refusé tout ça, parce que j'étais dans la réflexion, j'ai cherché à savoir quel est l'outil qui peut nous aider à sortir de ce gouffre. Et aujourd'hui, il y a la voie constitutionnelle, la seule voie constitutionnelle qui peut nous sortir de ce gouffre, c'est l'IDPS. Derrière, il y a 40 ans de lutte. Il y a des piliers comme Moukoumpa Mboui. Il y a des gens comme vous qui connaissent. Il y a des gens comme nous qui sont pragmatiques, qui saisissent les enjeux. Il faut fusionner tout cela avec ceux qui veulent marcher avec nous, parce que c'est ça le patrimoine national. Nous, on mène ce bateau. On ne peut pas laisser un Titanic couler. On ne peut pas. Parce que la stratégie du chaos, c'est dangereux. Pour nous tous. Et là, les gens continuent à penser qu'on lance des mots, tout ça. Moi, j'invite tout le monde à celui, sans insulter aucune personne, d'aller voir ce qu'apatride dit dans le dictionnaire. Et nous, on flirte avec ça tout le jour. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt dans cette logique. Je ne m'inscris pas. Et c'est pour ça que moi, je suis aujourd'hui à 100% pour la reformation du patrimoine national. Nous devons avoir les bonnes personnes au bon endroit, parce que c'est ça notre outil. Un commando ne va pas à la guerre sans son arme. Nous avons besoin de cet outil. C'est notre devoir. Il revient à un chacun de nous, à un chacun de citoyens. Attendre que le président parle. Non, mais écoute, il faut oublier un peu cette histoire. Il faut savoir se responsabiliser. C'est les grands temps, c'est maintenant. Je n'ai pas envie d'être prophétique demain. Voilà, oui, tel jour à l'hôtel Ramada, Mboui, Roger Bongos, Dominique Bongo avait dit ceci. Ça nous aide à quoi si le pays est parti? Rien. Rien du tout. C'est maintenant. Et on ne peut pas se dire maintenant tout le monde rester dans une léthargie. Non, c'est maintenant. Il faut le faire maintenant. C'est maintenant, il faut faire maintenant. Bon, je pense qu'un appel lancé, vous allez lancer l'appel à la diaspora, où la diaspora est divisée en clans. Les UDPS sont là, les Ngwandistes sont là, les Caméristes sont là, les MLCistes sont là. En réalité, on s'est rendu compte que c'était une escroquerie, cette histoire du combat dans la diaspora, parce qu'en fait, il y avait le clan derrière. Bon, je ne pense pas, puisque, rappelez-vous Roger, à un moment donné, nous avions un surnom, BMW. Voilà, BMW. Ah, c'est comment Bière, boisson et puis woman. Voilà. Et il y a un mouvement, Bière, voilà. Un mouvement de jeunes qui a commencé par se sanctionner elle-même. C'était cette jeunesse qui invitait les musiciens. C'est la même jeunesse qui a dit, désormais, plus rien. Plus rien. Les gens ont pensé, moi j'ai entendu une dame nord-américaine, là, chez vous, dire que quand on commence à sanctionner les musiciens, les artistes, moi j'ai dit, donc c'était soutenu.
cette histoire de nous voir danser, boire, c'était bien pour certains, pour ceux qui nous persécutent. C'était bien avant les élections. Hein. Et on a vu ce mouvement-là, jusqu'aux élections, devenir une prise de conscience. Une prise de conscience globale de la masse, pas même de l'élite. Puisque quand la masse réagissait contre ce mouvement d'hébétement de la population, l'élite était à l'écart. Mais c'est la même masse qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Le problème vient puisque quand les intérêts globaux ne sont pas atteints, les gens sont démotivés et puis il y a la dissension qui naissent. Donc ce que nous observons là, c'est le désappointement, le résultat des désappointements. Mais maintenant que nous entrons dans le processus électoral, que le monsieur veut, à des tentatives de modifier la Constitution, de faire soi-disant un référendum dont il sait qu'un référendum, il va le faire avec quoi? Donc il va encore essayer de jouer avec la corruption et tout pour encore nous ramener avec l'histoire des bindos où on corrompt le monde entier. Non. Vous allez voir cette diaspora reprendre le poil de bain et maintenant se mettre debout pour que Kabila n'envisage rien, qu'il arrête, qu'il s'en aille calmement. Il ne cherche pas. Il y a déjà eu trop de morts chez nous depuis 60, depuis l'élite lomondiste jusqu'à aujourd'hui. C'est plus que la Première Guerre mondiale, quand si on doit compter. Donc vous êtes pour la proposition de Kankou, également pour Vital Kamerhe, la vie après la présidence de la République, de créer l'immunité pour un président de la République, afin qu'il ne soit pas persécuté à la fin. Ou bien sûr l'impunité aussi pour... Non, je n'ai pas bien compris. Il ne faut même pas me ramasser comme ça, je risque de... J'aimerais bien que tu me restitues. Alors, je voulais dire, Clément Kankou disait que voilà, après la présidence de la République de Kabila, on peut sécuriser ce président en disant que voilà, donc écoutez, vous pouvez rester en RDC, vous auriez votre place dans cette nation. Vital Kamerhe a fait la même proposition aux États-Unis. Donc on part vers aussi l'impunité si on veut. Et en antipode de cela, monsieur qui est de Sauvons le Congo, qui disait que voilà, nous voulons que Kabila soit à la CPI. Donc il y a un problème qui se passe là-bas. Donc le président de l'ICD dit autre chose. Moi je ne vais pas anticiper sur une décision puisque là il est majeur. Hein. Mon parti doit donner son avis par rapport à cela. Mais j'aimerais bien rebondir sur le TPI. J'aimerais bien que Kabila soit saisi par la MONUSCO pour l'amener au TPI si il tue encore les gens qui vont manifester contre la révision de la Constitution, les gens qui vont manifester pour que ce référendum n'ait pas lieu. S'il les tue, j'aimerais bien que la MONUSCO les ramasse, qu'il aille rejoindre... Donc vous êtes pour la pétition de notre nomaton Barthé Fayoulou qui est avec la PIFER? Non, le moyen pacifique, je suis d'accord. Avec les moyens pacifiques, là, il n'y a pas à dire. Mais qu'il laisse les gens manifester pour l'empêcher de modifier la Constitution. Mais qu'il ne tire pas cela. S'il tire, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus d'impunité là-dessus. Mais pour l'autre question, ça revient au leader président. Alors, mot de la fin, terminé pour partir. Vous rentrez lundi au Canada. Merci d'être venu ici, en Belgique, à Bruxelles et à Liège aujourd'hui pour en débattre, débattre du problème de la RDC. On voit la passion derrière les Congolais. Les Congolais voyagent maintenant pour le Congo. Oui, tout à fait. Les Congolais voyagent maintenant pour le Congo. Exact. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une avancée extraordinaire. Alors, votre mot de la fin, et puis on terminera avec notre vieux, quand tu dis le vieux, Moukoulumpa. Voilà, c'est qu'on dit. Voilà, allez-y. Non, encore une fois, M. Bongos, je dirais à titre personnel, merci. Merci toujours pour tout. Toujours, que ce soit à 10h, 11h, minuit, 1h du matin, disponible. De même pour Moukoulumpa ici. Moi, personnellement, je suis un patriote, j'aime mon pays. Dans l'Occident, je ne manque de rien. Aujourd'hui, je peux partir, quitter le combat. Mon futur est assuré parce que j'ai une carrière. Mais j'ai une profonde... agonie. Lorsque je regarde ce peuple, même j'ai dit, même lorsque j'étais à Bruxelles, je regarde
les Congolais autour de moi, je vois ce qui se dit même dans la conversation normale. Je regarde mes sœurs et frères, je vois que on est sans repère. C'est un peuple perdu. Et j'ai cette grâce de pouvoir entrer dans des instances internationales. J'ai cette intelligence de pouvoir comprendre les enjeux qui se jouent pour le XXIe siècle. Et j'ai cette passion pour mon pays. Et je me dis non, il faut qu'on fasse quelque chose. Je n'ai jamais hésité à prendre mon téléphone, appeler les personnes pour m'instruire et comprendre, m'accompagner, m'affilier avec les personnes avec qui on peut travailler pour sauver ce pays. C'est la même démarche que j'avais commencé avec vous. Aujourd'hui, je suis avec Moukoulumpa. Et demain, ceux qui veulent nous rejoindre, c'est ça. C'est maintenant ou jamais. Sinon, bon, on perdra le pays. Et moi, ça sera vraiment très triste. Parce que lorsque vous voyez des propres Congolais, chez eux, dans leur pays, comme vient de le dire Moukoulumpa, tués parce qu'ils sont confisqués la simple parole. Et encore, ce qui fait encore plus mal, c'est quand vous voyez que ce sont les frères congolais qui sont au service de cette mafia, qui font ça à leurs frères. Tout ça pourquoi? Pour des miettes. Parce qu'il n'y a pas de multimillionnaires congolais, des grands hommes d'affaires, des gens qui font des grandes choses. Mais nous avons juste des gens qui pensent qu'ils sont arrivés pendant qu'ils ne sont nulle part encore dans le grand monde. C'est vraiment triste. Alors nous avons ce devoir de sauver ce pays. Et moi je continuerai la lutte. Et aujourd'hui nous sommes avec une compas de père. Et nous appelons vraiment... Moi je n'ai pas envie que les gens... je sais, je vais terminer par là. Écrivent, oui, Dominique est intelligent, il a fait une très bonne analyse, je sais ça. C'est question de se responsabiliser en tant que citoyen et d'assumer que cette fois-ci en 2016, ça ne doit plus nous échapper. Voilà. En 30 secondes. L'appel à l'unité au sein de l'UDPS, l'appel à l'unité au sein de la communauté congolaise, l'appel au dépassement de chacun d'entre nous, l'appel à la transcendance de chacun d'entre nous. Aimons notre pays, aimons-le avec les étrangers. N'aimons pas notre pays exclusivement pour nous, puisque Dieu nous a bénis. Nous vivons comme des clochards, mais Dieu nous a donné le pays le plus riche du monde, puisqu'il nous a aimés. Alors aimons aussi ceux qui veulent venir développer notre pays avec nous. Ne les rejetons pas. C'est puisque nous les rejetons qu'ils nous disent, alors comme ils nous rejettent, alors ils souffriront. Le pays, Dieu nous a bénis, ce pays a une vocation internationale. Voilà, faisons-le en pratique. L'UDPS doit se réformer en commençant par s'unifier, se fédérer par rapport aux valeurs que le président a défendues, par rapport aux principes que son président a défendus dans les dépassements des soins. Bongos y compris. Merci infiniment. Vous avez suivi M. Mbouyi, qui est bien entendu un grand diplomate, le président fédéral de l'UDPS Benelux, M. Dominique Kabongo, qui vit au Canada, politologue, on vient de terminer ses études de sciences politiques, un homme très averti qui participe à plusieurs forums au nom de l'Afrique et Nation, aux États-Unis, partout, en Afrique, en Allemagne, et là, bientôt, il partira, bien sûr, pour le sommet de la francophonie au Sénégal-Dakar. Voilà, donc je tenais à rendre hommage aux amis téléspectateurs qui suivent Afrique et Nation avec passion, parce que nous, chez nous, c'est la passion, et la passion également la pertinence. C'est ça qu'on veut pour la RDC, c'est ça qu'on veut pour les Congolais, qui aient une passion pour leur pays et aussi à la fois la pertinence, un regard beaucoup plus élargi concernant la République démocratique du Congo, comme M. Mbouyi vient de le dire. Aimons nos voisins, aimons aussi notre pays. Quand on aime ses voisins, quand on va chercher à voir sur son voisin s'il a quelque chose à manger, là on commence à aimer son pays. Parce que si son voisin voit que chez le voisin là-bas, il y a à manger et qu'eux, ils meurent de faim, ils viendront chercher d'une manière ou d'une autre votre nourriture. Voilà, donc restez nos beaux voisins avec le voisinage, nos voisins de la RDC. Je vous dis à très bientôt, nous sommes le 30 août 2014, il est pratiquement 22 h ici à Liège. Merci d'être venu, merci à vous et à très bientôt. Merci. C'est nous qui vous remercions pour le travail que vous avez fait pour votre pays.
Merci à vous et à très bientôt. Merci.